Catherine, merci d'avoir soigneusement organisé tout cela, n'est-ce pas Catherine? On a beaucoup apprécié la façon dont vous avez travaillé. Et voilà, c'est très sympa que vous soyez là. Et c'est dommage que ceux qui ne sont pas là ne soient pas là. Voilà, on vous a concocté un petit quelque chose qu'on va essayer de partager du coup dans des conditions finalement beaucoup plus proches, des questionnements qui nous animent et des valeurs qui nous poussent. On s'est partagé le boulot avec Catherine et en fait je vous propose de commencer rapidement. Alors on avait imaginé dans nos rêves les plus fous qu'on serait très nombreux et que donc nous aurions absolument besoin d'un icebreaker et nous en avons mobilisé un qu'on utilise un peu en cours parce qu'effectivement moi mon intervention va être davantage centrée sur finalement comment faire un cours sur l'égalité. Voilà. Donc, je démarre par quelques subterfuges de type icebreaker et que j'ai pas inventé toute seule, qu'on a pioché, que vous avez très joliment mis en scène ici. Sans plus tarder, on joue le jeu tous ensemble. Et donc, en fait, effectivement, cet icebreaker, c'est une sorte de quiz simple sur les questions de l'égalité et des violences sexistes et sexuelles au travail. Et là, on a combiné, n'est-ce pas, vous avez remis ensemble des différents quiz qui ont été conçus par le réseau ANACT, donc l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui dépend de la Direction générale du travail et qui est administrée par les partenaires sociaux, organisations patronales et organisations syndicales. Et au passage, Pascal Devet était directrice scientifique de l'ANACT dans une vie antérieure. Voilà. Mais enfin, voilà. En tout cas, l'idée ici, c'est effectivement de repartir sur le fait que on croit toujours tout savoir sur ces questions-là, ou en gros qu'on a compris. Et le quiz, finalement, bien sûr, il est un peu icebreaker, mais en fait, il a aussi d'autres vertus. Je ne sais pas s'il marchera dans la combinaison qu'on a faite là. On y va. Première question. Le taux d'emploi des femmes et des hommes, le taux d'emploi des femmes rejoint progressivement celui des hommes. Vrai ou faux? Je ne fais pas durer l'insupportable suspense. Voilà. Effectivement, la réponse est vraie. Progressivement, le taux d'emploi des femmes rejoint celui des hommes. On avance. La moitié des femmes se concentrent dans une seule catégorie socio-professionnelle. Vrai ou faux? Alors effectivement, on est là sur un os, sur un des gros enjeux, voilà. Et effectivement, la réponse est vraie, même si on peut se poser plein de questions en se disant, mais alors attends, de quoi on me parle? Une seule catégorie socio-professionnelle, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc en fait, effectivement, une femme sur deux travaille en tant qu'employée. Donc vous voyez bien à quel point dans nos métiers, etc., l'horizon à travers lequel on pense les questions d'égalité, c'est un horizon de cadre, c'est un horizon de femmes diplômées de l'enseignement supérieur. Et en fait, c'est un horizon dans lequel il est extrêmement difficile de conserver une attention forte au fait que les femmes n'ont pas du tout la même répartition dans le travail que les hommes. On continue là-dessus, parce que c'est un vrai sujet, on va le creuser. Donc les femmes occupent désormais une vaste palette de métiers équivalente à celle des hommes. Bon, j'ai un petit peu soufflé. Mais alors vous allez voir... Voilà. Et là, je vous laisse méditer sur les résultats, quoi. On est... Alors, certains chiffres sont un peu vieux parce que les enquêtes sont des enquêtes qui sont faites régulièrement par le ministère du Travail. Et évidemment, vu l'ampleur de ces enquêtes, c'est tous les 5 ans, tous les 7 ans. Voilà. Mais là, on est sur des données qui nous disent que non, les femmes sont concentrées sur 12 des 87 familles professionnelles. Les hommes ont accès à 87 familles professionnelles. Les femmes sont concentrées sur 12 des 87 familles professionnelles. Donc, quand il va falloir aller sur les questions d'égalité, il va falloir bien se rappeler que... Bon. Les métiers mixtes, c'est-à-dire qu'on entre 40 à 60% de femmes, représentent 30% de l'emploi. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Des métiers dans lesquels on peut faire... Voilà, il y a presque autant d'hommes que de femmes. Entre 40 et 60, 60-40, 50-50, enfin bref. On dit que ça, c'est mixte quand on est là. Est-ce que ça représente, en fait, 30% de l'emploi, à votre avis?
que je bouge la tête. Moi, je vis le dictionnaire. Bon, c'est évidemment archi faux. Bon, c'est écrit en tout petit, alors je me rapproche pour pas dire de bêtises, mais les métiers mixtes représentent moins de 13% de l'emploi. Moins de 13% de l'emploi. Il y a une seule entreprise mixte en France, une seule entreprise réellement mixte, c'est la Poste. Ouais, les facteurs, c'est 50-50, facteur-factrice. Alors après, quand on descend dans le détail, pardon, ils ne font pas du tout la même chose. Hein. Mais enfin, les emplois sont mixtes. Le travail est différent. Les tournées des femmes ne sont pas les mêmes tournées que celles des hommes, etc. Enfin, voilà. Le diable est toujours dans les détails. Les femmes et les hommes sont confrontés aux mêmes conditions de travail. Vrai ou faux? Bon, faux. Voilà. Ça devient de plus en plus facile. Voilà. Donc les femmes et les hommes sont évidemment exposés à des contraintes de travail très différentes, compte tenu, entre autres, de ce qu'on vient de voir plus haut. La ségrégation des emplois. On peut parler de ségrégation des emplois. Il n'y a pas de passerelle, il n'y a pas de passage, il n'y a pas etc. Cette notion de ségrégation des emplois, elle va être extrêmement structurante par rapport à des enjeux d'égalité. Et donc là, on voit bien que les enjeux de santé mentale, c'est pas du tout les mêmes pour les femmes. Les hommes, ils portent des charges lourdes, mais c'est des paquets quand c'est des charges lourdes. Les femmes, quand elles portent des charges lourdes, c'est des êtres humains qui bougent, qui pincent, qui pleurent, qui ont mal. Enfin bon, c'est pas pareil, évidemment. Hein. Voilà, donc c'est détaillé dans le quiz, effectivement, pour qu'on prenne conscience du fait que voilà, c'est pas du tout la même réalité du travail. Hein. Ce qui est intéressant, c'est la charge mentale. On en parle beaucoup. Et avec le télétravail, on va le voir, nous, on parle beaucoup de charge mentale. On dit les femmes qui ont travaillé à la maison, comme les hommes, hein, attention, hein, qui ont travaillé à la maison. Cette notion de charge mentale, c'est effectivement penser à trois choses à la fois. Être capable à la fois de se dire, bon, il faut faire à manger pour le petit, avec les devoirs, etc. Il y a mon job, qui est que je suis en télétravail et on vient de me demander d'envoyer le dernier tableau Excel que je n'ai pas actualisé, etc., etc. Voilà. Et il peut y avoir d'autres contraintes liées à... Oui, se dépêcher, repasser voir bidule, enfin bon, etc. Quoi. Et ça, cette notion de dire on fait trois trucs à la fois, quand on parle de charge mentale, c'est souvent dans la tête des gens, quand ils disent charge mentale, on pense qu'on a un souci. Ce n'est pas forcément des soucis, mais c'est qu'il y a un moment multitâche, multifonction. Mais sauf que le corps humain, il y a un moment, il va dire stop. Et on peut être multitâche, multifonction pendant un certain temps, mais il y a des limites presque physiologiques qui font qu'on ne peut pas indéfiniment le faire. Ouais. Absolument, ça a des répercussions importantes sur la santé. Et donc, effectivement, ici, on voit que la charge mentale peut être faite de plusieurs choses. Par exemple, le fait de devoir cacher ses émotions au travail, de devoir, etc. Ce qui est la case est vide du côté des hommes. Donc, on voit bien que c'est très différencié, que c'est pas, il y en a un qui fait un peu plus, un peu moins. C'est que c'est pas la même réalité. C'est tout simplement pas la même réalité. On continue. Les accidents de travail baissent depuis 2000 pour les femmes et pour les hommes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Eh bien, c'est archi faux. La moyenne, c'est personne, comme d'habitude. La tendance à la baisse des accidents du travail dissimule une hausse importante des accidents du travail chez les femmes, alors qu'il y a une baisse, effectivement, des accidents du travail chez les hommes. Donc, on a des politiques de prévention, des moyens affectés à la prévention, qui sont des moyens qui sont pensés pour des risques auxquels sont exposés les hommes et qui sont impensés pour les risques auxquels sont exposées les femmes. D'accord ? Ce qui est quand même, plus 35% en 20 ans, les accidents du travail des femmes. Voilà, les comportements hostiles à dimension, on arrive bientôt à la fin, les comportements hostiles à dimension sexiste concernent autant les hommes que les femmes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oui, il y a des hommes qui subissent des comportements hostiles, évidemment. Voilà, c'est pas l'apanage des femmes, mais seulement 4% d'entre eux pensent qu'il est lié à leur sexe. Une autre personne différente d'eux aurait été là, ça aurait été le même comportement hostile. Alors que parmi les 36% de femmes, donc pas beaucoup plus que les hommes, qui ont subi un comportement hostile, 22% pensent qu'il est lié à leur sexe. Ça aurait été un homme à leur place, ça ne se serait pas passé comme ça. C'est beaucoup. C'est effectivement des réalités très très différentes. Là, c'est toujours la direction de l'animation, des études et de la recherche du ministère du Travail. Ce n'est pas des sondages. Voilà, on est bien sûr des travaux avec des bases scientifiques fortes. Et donc, en fait, on voit bien que c'est lié non pas au fait que ce soit juste une femme, c'est lié au problème précédent. C'est que les femmes ne font pas les mêmes métiers que les hommes.
Et que donc, le fait d'assigner certaines fonctions à des femmes fait qu'elles sont structurellement beaucoup plus exposées que les hommes, en fait, à subir des comportements où c'est autour de leurs attributs féminins, puisqu'en plus elles ne sont pas forcément en position de se défendre, qu'on va... bon. Regardez, ça, ne pas avoir la possibilité de coopérer pour effectuer correctement son travail, c'est 6% des hommes, c'est 20% des femmes. Okay. Être exposé à 5 nuisances au moins, du bruit, du port de charge, des gestes répétitifs, etc. 4% des hommes, c'est 35% de la population active est exposée à une nuisance au moins. Voilà. Mais dès qu'on arrive à 3, on est déjà sur, là, beaucoup moins, on est un tiers des 35%, donc on est en gros à un sixième de la population active. Mais là, en fait, c'est que des femmes. C'est comme quand on parle de travailleurs pauvres. C'est des travailleuses, les travailleurs pauvres. La pauvreté au travail, c'est un phénomène féminin. Mais là, c'est pareil. Sur la multi-exposition, en fait, c'est des femmes. Donc tous ceux et celles qui sont allés voir Ouistreham voient très bien de quoi ça peut parler, par exemple. Et je crois qu'on termine bientôt avec parmi les victimes de harcèlement sexuel, 15% n'en ont parlé à personne. Oui, vous avez raison, 30% des victimes n'en ont parlé à personne. Et parmi celles qui en ont parlé, seulement un quart ont abordé la question avec un membre de la direction. D'accord ? Donc on a parlé à sa copine, à son voisin, à son etc. Donc là... Ah, pardon, oui, c'est ça, c'était fini. Le quiz. Alors j'enchaîne ou tu... Oui, j'enchaîne rapidement. Alors, bon, vous voyez le icebreaker pour les étudiants, ce qui est bien, c'est qu'ils ont un peu plus faux que vous. Donc, voilà. Et en fait, ce que je trouve pas facile, c'est de leur faire prendre conscience que, voilà, en 2021, en 2022, on en est là. Alors d'où je vous parle, je vous redis un mot, Catherine a vendu la mèche, mais moi, je suis prof associée ici depuis 6 ans maintenant, je travaille depuis plus de 20 ans sur les questions d'égalité professionnelle. J'ai d'abord travaillé sur ces questions-là quand je dirigeais un GIE d'études et de recherche au sein du groupe ADECO, et où, à ce moment-là, il y a une vingtaine d'années, les questions d'égalité revenaient à l'agenda parce que la diversité s'imposait comme étant le nouvel horizon dans lequel on allait penser tout ça. Bon, évidemment, moi, ça me défrisait complètement. Et en disant, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour montrer qu'en fait, la question n'est pas de noyer tout ça dans un truc de on est tous différents, on va s'enrichir de nos différences, etc. Les différences ne sont pas des questions d'inégalité. Les différences, c'est les différences, effectivement. L'égalité, c'est autre chose. Et donc, à l'époque, on avait fait un très gros travail d'études sur les rapports sociaux de sexe entre les hommes et les femmes au travail, pour précisément s'intéresser au fait que ce n'était pas juste des hommes et des femmes, c'était des hommes et des femmes engagés dans des rapports productifs qui étaient très sexués. Les hommes commandent, ont les épaulettes, les femmes les servent, les femmes font des choses dans lesquelles elles ont peu de marge de manœuvre, les hommes peuvent prendre des décisions, enfin bref, les rapports sociaux de sexe ne sont pas que le fait des êtres humains qui les portent, ils sont aussi le fait des rapports productifs dans lesquels ces hommes et ces femmes sont engagés. Ça, c'était la première chose. Donc l'idée, c'était de problématiser les questions d'égalité au plus près des questions des rapports sociaux productifs, des rapports productifs. Et puis ensuite, j'ai été effectivement la directrice scientifique de l'ANACT, et quand je suis arrivée, il y avait déjà une équipe qui avait commencé à bosser sur ces sujets. Moi, j'adorais absolument ces sujets. On siégeait au Conseil à l'égalité. Enfin bon, c'était vachement intéressant parce qu'en fait, on s'apercevait que du point de vue des politiques publiques, les combats pour l'égalité étaient des combats qui étaient beaucoup liés à la question des rémunérations et de la persistance des écarts de rémunération, des plafonds de verre, etc., mais qu'il n'y avait rien sur les effets différenciés du travail sur la santé des hommes et des femmes. Et qu'en gros, l'égalité, elle n'était pas à n'importe quel prix, quoi. Enfin, la charge qu'évoquait Catherine tout à l'heure, les questions de harcèlement, les questions etc. Et en disant, en fait, il faut qu'on fasse monter à l'agenda le fait que la question du travail, la division sexuée du travail comme elle est, produit des inégalités en termes de santé pour les hommes et les femmes. Et ces inégalités ont très longtemps été tues parce que l'espérance de vie des femmes était supérieure à celle des hommes. Sauf que l'espérance de vie des femmes en bonne santé est pratiquement la même que celle des hommes,
et que tout le monde a dit après, ouais, non, mais enfin maintenant ils se mettent à picoler, à fumer des cigarettes, etc. Donc c'est pour ça que leur espérance de vie diminue. Non. Après, on est dans un pays qui reste un pays très très particulier, avec un très fort taux de participation des femmes au marché de l'emploi et un taux de natalité plutôt élevé. Donc on est très très spécifique de ce point de vue. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé travailler, c'est effectivement révéler les effets différenciés. Il n'y avait pas de statistiques différenciées. Donc désormais, la CNAM produit des statistiques différenciées. Enfin bon, mais il n'y avait pas de statistiques différenciées en termes de santé. Vous vous rendez compte ? En 2010, 2011, 2012, je crois qu'elles sont arrivées en 2013 ou 2014. Enfin bref, on s'est attaqué là-dessus. Et puis le dernier combat que lui j'ai pas mené, mais qu'on avait initié, qui était celui d'essayer de vraiment penser les questions de grossesse au travail. On y arrive dans un instant, mais voilà, qu'est-ce qui se passe le jour où, vous vous en souvenez peut-être, en 2016, une femme a une fausse couche sur son poste de travail de caissière chez Auchan, alors qu'elle a réclamé de pouvoir prendre sa pause et que son chef le lui a interdit. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, évidemment, on ne va pas monter en épingle quelque chose, mais c'est quoi cette question qui fait que ces situations peuvent arriver en 2016 ? Bon, voilà. Donc, aujourd'hui, je m'intéresse aux questions d'égalité en les enseignant. Et je trouve ça terriblement difficile. J'ai l'impression que tout ce que j'ai appris, tout ce qui m'a animé, tout ce que j'ai trouvé être des combats très valables, sont très difficiles à faire partager à des jeunes gens. J'enseigne en M2 de RH, de faire partager à des jeunes gens. Je pense que la moitié n'entendent pas forcément, voient pas forcément. Alors sur quoi j'insiste ? Je vous donne 2 ou 3 trucs et j'ai fini. Sur quoi j'insiste ? Je démarre le cours. Alors, vous avez vu les types d'icebreaker un peu. Voilà. Alors c'est sûr, ils manipulent tout un tas de trucs. Ils sont sur des machins balance ton port tout le temps, balance MeToo, enfin bon, etc. Donc c'est sûr que moi, mes petits chiffres, ça doit leur paraître un tout petit peu mou du genou, quoi, pour imaginer comment on peut porter les stockades sur ces difficultés persistantes. Donc le début du cours, je leur demande de faire un persona en imaginant une ou des personnes, hommes ou femmes, qui serait utile d'avoir en tête en se disant, ben voilà, je monte une politique d'égalité dans une entreprise et finalement cette personne, ça va lui servir comment ? Ça va lui être utile comment ? Et là, ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'évidemment, je guide ce travail, je mets plein de photos de possibles, etc. Qu'est-ce que c'est qu'un persona ? Qu'est-ce qu'on doit mettre dedans, etc. Et là, ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'en fait, les personas qui pondent sont, pour la plupart, un ramassis de stéréotypes. Voilà. Donc, ils ont beaucoup de mal, vous voyez, à en fait désapprendre les catégories à partir desquelles on pense ces questions d'égalité pour pouvoir, par exemple, se rapprocher des questions d'activité. Donc, ils vont parler d'une jeune femme seule avec ses enfants qui a besoin d'équilibrer sa vie perso, sa vie pro. Mais attends, et pourquoi il n'y a pas de cas d'homme seul avec ses enfants qui aurait besoin d'équilibrer sa vie perso, sa vie pro ? Enfin bref, vous voyez, il y a une répartition qui est malgré tout très stéréotypée ou alors très militante. Mais le fait de dire, en fait, Madame Machin, dans ses situations professionnelles, elle aimerait aller plus loin, elle a de l'ambition, elle voudrait prendre la parole. C'est compliqué pour elle d'aller à Paris à des réunions parce que peut-être elle est, voilà. Mais enfin, quand même, elle trouve ça de plus en plus difficile, etc. On n'arrive jamais sur le travail, jamais sur l'activité. Vous voyez ? Donc, bon, première chose. Deuxième enseignement, je ne suis évidemment pas juriste, mais quand j'aime beaucoup commencer le cours, parce que là, on a des jalons qui sont tellement clairs, en leur racontant l'histoire, parce qu'en plus, elle est tellement édifiante, du droit du travail, parce qu'en plus, voilà, on a l'impression que ça a tellement progressé dans tous les docs, on nous met, même sur les ministères, dans les boîtes, etc., on nous met des listes et des listes des lois qui ont permis de faire progresser cette question. Dans les entreprises, on va nous mettre des listes et des listes, des accords qui ont été passés et qui ont permis de faire progresser ces questions. Et en fait, quand on rentre dans le détail, on s'aperçoit que c'est bien plus compliqué que ça. Les premières lois étaient des lois en France, qui étaient des lois d'un pays malthusien, nataliste, et qui protégeaient la maternité. Ces lois qui étaient des lois pour le travail des femmes, pour les conditions de travail des femmes, l'acquis du congé maternité, c'était pas un acquis du confort des femmes, c'était un acquis d'une société malthusienne, nataliste, qui avait besoin de protéger en fait le taux de reproduction des femmes, la qualité de la reproduction des femmes. Et donc il fallait qu'elles puissent allaiter le premier mois, et donc le congé maternité, c'était d'abord et avant tout cela, c'était un congé d'allaitement, et c'était normal que les employeurs participent à l'effort de guerre, si vous me passez l'expression dans ces temps malheureux. Voilà. Et donc ça, ce qui est difficile, c'est que quand on arrive à ça, on arrive ensuite à tout un tas d'éléments qui sont venus évidemment compléter tous ces arsenaux juridiques.
Et on bute sur une question que le droit, en fait, a très très peu réussi à éclairer, qui est d'abord à l'Organisation internationale du travail en 1966, puis ensuite droit européen, puis ensuite arrive en France. C'est le fait qu'à un travail de valeur égale, on doit avoir une rémunération égale. Sauf que personne ne dit ce que c'est que la valeur égale. Or, ce qu'on sait depuis Françoise Héritier, c'est qu'il y a bien ce phénomène de valence différentielle qui explique tous les rapports sociaux de sexe. Que quand une femme se rapproche d'un métier d'homme, alors elle gagne, elle rentre dans quelque chose qui voit du masculin. Et d'ailleurs, le fait que les femmes se fassent appeler madame le directeur ou madame le ministre ou madame je sais pas quoi, tu reviendras là-dessus, je crois, sont vraiment le prolongement direct de ce que dit Françoise Héritier sur la valence différentielle des sexes. Bon, alors que introduire de la mixité en faisant venir des garçons dans des métiers tenus par des femmes, là, par contre, c'est pas du tout la même paire de manches. Donc, cette question du travail de valeur égale pour une rémunération égale, en fait, elle n'est pas réglée. On dit ça, mais on n'a pas dit comment on allait s'assurer qu'on allait pouvoir travailler ce qui vaut la même chose, alors même que, on l'a vu dans le quiz, les hommes et les femmes ne font pas les mêmes métiers, ne sont pas exposés aux mêmes conditions de travail, etc. Donc moi, je trouve ça passionnant de réfléchir à ça. Je trouve ça passionnant de mettre les étudiants sur des cas en leur disant « Et alors, qu'est-ce qu'on aurait? Comment on pourrait comparer terme à terme? Qu'est-ce qu'on ferait? » etc. J'ai pas l'impression que ça... Voilà, je me sens parfois en difficulté. Enfin, en difficulté, non, pas en difficulté, mais je regrette que voilà. Alors, je me dis la prochaine fois, l'année prochaine, parce qu'on ne se lasse jamais d'avoir envie d'en rajouter, l'année prochaine, je les ferai travailler sur des travaux de Madeleine Estrine-Béard, qui a fait un travail très, très intéressant sur les infirmiers et les infirmières. Les infirmiers que la moitié des patients appellent docteurs, les infirmiers ne corrigent pas toujours, et les infirmières à qui on dit, est-ce que vous pouvez aller chercher le docteur parce que je voudrais lui dire que j'ai mal, voilà, et qui cavalent pour aller chercher le docteur, etc. Et quand on mesure le nombre de pas que fait une infirmière dans une journée, c'est 3 fois plus qu'un infirmier. Quand on regarde les tâches que fait une infirmière, l'infirmière, elle est la façon dont quand on en tournée, ils sont en double. Voilà. Le médecin parle à l'infirmier comme à son égal, et à l'infirmière comme à sa subordonnée. Et dans un conflit de loyauté, l'infirmier, il a du mal à trouver sa place, évidemment. Il ne va pas faire celui qui ne fait pas l'homme. Donc vous voyez bien, donc moi je trouve ça intéressant que les étudiants en fait se saisissent de la complexité et des responsabilités qu'ils auront là-dedans. Et puis dernier développement, toujours sur des sujets, j'ai choisi volontairement des sujets qui sont des promesses de progrès social. L'articulation vie personnelle, vie professionnelle. Il y a plein d'entreprises qui vont là-dessus comme étant un bon sujet qui permettrait de réconcilier les hommes et les femmes, parce que finalement, ça va les intéresser, les deux sexes, alors que les questions d'égalité sont souvent des questions qui peuvent quand même raidir la mise en concurrence, puisque les places sont limitées, raidir la concurrence entre les uns et les autres. Et donc là, il y a un grand marqueur social de progrès. Mais ce qu'il y a de compliqué, c'est qu'on n'a pas résolu le problème que la maternité, c'est pas le féminin de la paternité. Que la parentalité, c'est pas un truc qui se joue divisé en deux, indifféremment selon qu'on est un homme ou une femme. Et donc des entreprises qui ont voulu aller sur des questions d'articulation avec des initiatives un peu intéressantes, je pense à voilà, des très grandes entreprises, très dotées, etc., ont pu, par exemple, exemple typique, annualiser le temps partiel en disant, finalement, on n'est pas obligé de faire son temps partiel en le prenant le mercredi. On pourrait prendre son temps partiel en faisant les vacances scolaires. Il y a quand même de plus de gens divorcés qui ont des gardes alternés, etc. Ça peut peut-être... voilà. Et je vous le donne en 1000. 2 ans après, qui est-ce qui est là le mercredi, enfin à la maison le mercredi pour faire des journées pas très drôles, un peu sans queue ni tête? Les dames. Et qui prend le temps partiel annualisé en passant pour un héros parce qu'il s'occupe vachement bien de ses enfants? Et en fait, ça ne se voit pas du tout, évidemment, dans sa semaine de travail et dans ses enjeux de productivité. Les hommes. Et dans cette entreprise, une mesure qui était censée desserrer des contraintes, être une mesure d'articulation vie personnelle, vie professionnelle, en fait, c'est une mesure qui renforce, pour partie, un certain régime d'inégalité entre les hommes et les femmes, dans la possibilité d'équilibrer sa vie perso et sa vie pro. Donc, vous voyez, là encore, ce qui est difficile, c'est qu'il me semble que les étudiants entendent, se projettent, etc., mais tant qu'on ne l'a pas vécu, tant qu'on a, etc., c'est difficile à enseigner tout ça et dire, vous auriez quoi comme idée pour essayer de fabriquer des dispositifs dans lesquels on puisse garantir que les mesures qu'on prend ne seront pas des mesures qui avantageront plus un sexe qu'un autre. Et donc, pour conclure, moi, je trouve que
en fait, voilà, on voit les attentes sociétales qui grandissent à l'agenda des entreprises, notamment les questions d'égalité professionnelle, évidemment, avec un arsenal juridique. Sauf que tant qu'on n'a pas réglé les questions de la division du travail, des rapports productifs, des rapports sociaux de sexe au travail, etc., c'est vachement difficile de répondre à ça. Or, nous, nos étudiants, ils sont très attentifs, je parle sous le contrôle, peut-être il y en a, sont éventuellement très attentifs plutôt au fait que une entreprise qui marquerait une forte attention, une forte sensibilité aux attentes sociétales serait une entreprise qui aurait progressé. Moi, je crois que non. Une entreprise, je ne sais pas quelle attention elle peut porter, mais une entreprise qui entreprendrait réellement de la mixité des métiers, qui entreprendrait réellement des rapports sociaux de sexe, qui se dessert des stéréotypes dans la réalisation concrète quotidienne de l'activité, serait une entreprise qui progresserait, à mon avis, plus vite. Et ça, pour le coup, je ne sais pas très bien comment l'enseigner sur un niveau de Master 2. Je pense qu'il nous faut complètement revoir nos pédagogies là-dessus. Madame. Merci Pascal. C'est bon ? Ouais. Alors, moi, contrairement à Pascal, je ne vais pas réfléchir à l'égalité, mais on va entrer sur le terrain, avec des choses très pratiques. Moi, je suis chargée de mission, donc, comme l'a dit Dorine, à l'inclusion, aux égalités avec un S et à la solidarité, et dans les égalités, ou les inégalités de genre. Bon. Et quand j'ai été nommée donc, au mois de janvier l'année dernière, le premier boulot, et je ne m'y attendais pas du tout, ça a été de dire, voilà, votre première tâche, ça va être de rédiger le plan relatif à l'égalité homme-femme pour l'université. Donc moi, je vais redescendre le discours et illustrer tout ça sur l'université. Donc rédiger un plan relatif à l'égalité homme-femme, bon ok, ça existait déjà quelque part, oui, non. En fait, il y a eu la loi de transformation fonction publique 1983, et puis après, il y a eu plusieurs évolutions, mais en 2018, là on a dit maintenant c'est une obligation. Et donc toutes les universités, comme certaines entreprises, doivent avoir un plan relatif à l'égalité homme-femme. C'était très borné, c'est-à-dire qu'on n'avait pas beaucoup de latitude. Le ministère nous a envoyé la feuille de route et en disant, voilà, vous avez 4 axes. Et c'est les 4 axes qui vous sont projetés. Donc il faut suivre ces 4 axes et vous devez proposer plutôt des actions dans chacun des actes. Donc voilà, lourde tâche. Donc on va dire, on commence comment ? On va faire déjà un état des lieux. On va essayer déjà de voir, est-ce qu'on peut débusquer des inégalités ? Parce que naïvement, on peut penser que dans la fonction publique, il y a des grilles, que c'est très borné. À chaque niveau d'entrée correspond à un grade, correspond des échelons. Et à chaque grade et échelon correspondent des niveaux de rémunération. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait sensiblement les mêmes niveaux de rémunération pour les hommes, pour les femmes. Puis à ma grande surprise, quand même, le ministère a outillé les directions de ressources humaines avec des outils pour justement calculer les différences de rémunération et essayer d'isoler les effets d'une rémunération qui serait liée des effets démographiques à l'âge, des effets dits de ségrégation, plus de femmes à un endroit, plus d'hommes à un autre, etc. Et puis des effets qui sont liés à la quotité de travail, combien de femmes travaillent à mi-temps, etc. Et une fois qu'on travaille sur tous ces effets-là, qu'on a bien isolé, on constate quoi ? On constate, par exemple, pour les enseignants-chercheurs, il y a des différences de rémunération à l'université Jean Moulin Lyon 3 de 426 € par mois. Voilà, différence entre les hommes et les femmes. Donc c'est là où on se dit, malgré tout, on est dans la fonction publique, avec des choses très bornées, ces fameuses grilles, etc. Mais il y a quand même des sacrées différences. Et donc là, on a retroussé les manches. On a commencé par faire un peu des groupes de travail, on a commencé à réfléchir à ces questions-là. Donc à partir de l'état des lieux issu du bilan social comparé, donc bilan social avec 2 colonnes, les hommes, les femmes, où on en est, etc., on a commencé à faire apparaître des chiffres. Et puis là-dessus, il semblait que c'était très important, parce que non seulement c'était une obligation, on va dire, ministérielle, mais en plus, la situation, on était en pleine crise du Covid l'année dernière. Et donc qui dit crise du Covid dit confinement. Et qui dit confinement, dit effectivement, les gens retournent à la maison. Et une des premières études qui m'est tombée finalement entre les mains, c'était une étude qui concernait les publications. Alors, je ne vais pas vous détailler l'étude, mais je vais vous donner quand même quelques éléments qui sont intéressants. Donc, cette étude, on peut la retrouver. Il y a même le journal du Monde qui en avait fait un espèce de résumé qui s'appelait « Confinement, l'inégale répartition des tâches domestiques nuit au travail des chercheuses ».
4 mai 2020. Je vais vous donner trois points qui sont assez finalement symptomatiques. En astrophysique, d'accord, on n'est pas Lyon 3. En astrophysique, la chute du nombre d'articles publiés sur des sites est de 50% plus important chez les femmes que chez les hommes. Donc pendant la durée du confinement, les femmes ont globalement moins publié que les hommes. Je continue. Elizabeth Hannon, rédactrice en chef du British Journal for the Philosophy of Science, indique qu'elle avait reçu depuis un mois un nombre négligeable de propositions d'autrices. D'accord ? Et troisième exemple, David Samuel, éditeur de la revue Comparative Political Studies, enregistre une hausse de plus de 25% de propositions au mois d'avril, comparé à l'an dernier, toutes émanant d'hommes. Donc ça a été un premier clignotant, en se disant, tiens, là, il y a peut-être quand même un truc à creuser. Visiblement, le confinement va peut-être accentuer certaines inégalités. Exemple dans la production. Et là-dessus, toujours, le confinement, suite au confinement, il y a un autre déséquilibre qui est de dire, finalement, si les femmes ont une charge importante à la maison, ou du moins plus importante que celle des hommes, quand elles vont passer les concours de recrutement, alors concours de recrutement ou concours pour changer de grade, changer d'échelle, etc., peut-être qu'elles vont être un peu moins préparées, c'est-à-dire que le temps de préparation sera peut-être plus faible, elles auront probablement une disponibilité moins grande pour préparer ces épreuves, et effectivement, quand elles vont se retrouver devant le jury, elles seront peut-être un petit peu moins performantes que leurs collègues masculins. Donc on s'est dit, là, la situation semble accentuer ou mettre en avant un certain nombre d'inégalités, alors qu'on pouvait déjà un peu intuiter ou percevoir. Donc du coup, on a pris notre bâton de maréchal, on a dit ok, il y a 4 axes. Premier axe, il va falloir s'intéresser effectivement aux différences de rémunération. Et à notre grande surprise, donc oui, il y a des différences de rémunération, c'est clair. C'est vrai aussi bien du point de vue du personnel administratif que du point de vue du personnel enseignant. Et puis on va chercher à comprendre ce qui se passe et on reprend les stats. Les statistiques, et on regarde, par exemple, à Lyon 3, on a 54% de l'ensemble des maîtres, maîtresses de conférences qui sont des femmes. 54%. Donc on a plus de femmes maîtres de conférences, finalement, que d'hommes, d'accord ? Et on monte dans la hiérarchie, on a seulement 38% de femmes qui sont professeurs des universités. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un vivier, il y a un vivier de femmes qui potentiellement peuvent passer de maître de conf à prof, et qu'il y a une fuite au moment du passage. Et cette fuite, c'est des choses qu'on connaît bien. C'est lorsque l'on s'élève dans la hiérarchie des postes, effectivement, la proportion de femmes diminue. Et ça, il y a des travaux scientifiques là-dessus qui ont mis en avant l'effet, ça s'appelle tuyau percé, leaky pipeline. Mais le leaky pipeline, c'est ça, c'est plus on monte, et plus on monte dans la hiérarchie, et moins on va trouver de femmes. Alors, on peut s'interroger en disant, est-ce que c'est juste pour les enseignants-chercheurs ou est-ce que à l'université, il y a d'autres catégories qui sont juste chercheurs, par exemple, chercheuses. Donc, on constate qu'on va avoir, par exemple, 41% de femmes chargées de recherche, d'accord ? Et on monte dans la hiérarchie et on aura 25% de femmes directrices de recherche. Où sont-elles passées ? Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles sont restées chargées de recherche, comme beaucoup de femmes vont rester maîtresses de conférences. Donc, elles vont avoir du mal à grimper. Et quand on prend les extrêmes, c'est-à-dire quand on est professeur classe émérite, donc on ne peut pas aller au-dessus, on voit que effectivement la part des femmes est encore plus faible. Donc, il y a bien un problème à ce niveau-là. Et cet effet leaky pipeline, qui est quand même terrible, on se dit comment on peut l'expliquer ? C'est pas simplement les hommes, ils sont méchants et les femmes, elles osent pas. Mais qu'est-ce qu'il y a comme éléments qui sont spécifiques à nos métiers qui peuvent l'expliquer ? Et là, il y a eu pas mal de recherches là-dessus. Et moi, je vous fais un petit melting des résultats. Donc, premier résultat, on constate qu'il y a une persistance de stéréotypes dans le monde académique. Bon, ça, c'est pas un scoop. Et qu'il y a finalement une espèce de plus grande naturalité dans la tête des gens. On pense qu'il y a une plus grande naturalité pour les hommes à être en poste à l'université au regard des qualités qui sont mises en avant. Et les qualités qui sont mises en avant, c'est quoi ? C'est l'affirmation de soi,
c'est la maîtrise des techniques. Pas étonnant si vous trouvez tant d'hommes aussi dans les disciplines scientifiques. Et c'est la rationalité. Un homme serait, par un scientifique, rationnel qu'une femme. Bon, premier effet. Deuxième effet, il y a l'effet ce qu'on appelle Matilda. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, l'effet Matilda. En gros, c'est qu'on va avoir tendance à invisibiliser le travail des femmes, en particulier en matière de recherche, quand elles trouvent quelque chose. Vous connaissez l'histoire de Marie et Pierre Curie, c'est Marie qui a trouvé, c'est Pierre qui s'est approprié. Bon. Là, très souvent, on a des situations où on a une femme qui va publier un article, une jeune docteure qui publie son article avec les résultats de sa première recherche. C'est vraiment intéressant. Et l'article, il passe un peu sous le boiseau. Et puis, le directeur de recherche ou un collègue à elle, c'est pas forcément des relations hiérarchiques, va publier sensiblement la même chose. Mais alors lui, par contre, on va avoir tout un... Comment dire on va en faire tout un cirque, finalement, de son papier. Et quelque part, il va s'attribuer les résultats alors qu'à la base, c'est la jeune femme et pour laquelle le papier est passé totalement inconnu. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Matilda. Et on a un autre effet qui est ce qu'on appelle l'effet Mathieu. Et alors l'effet Mathieu, je ne sais pas si ça vous parle là aussi, il fait référence finalement à une phrase de l'Évangile, selon Matthieu, qui dit « À celui qui a, il sera beaucoup donné, et il vivra dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien, il sera tout pris, même ce qu'il possédait. » Et l'idée, dans l'effet Mathieu, c'est de dire, dans le domaine scientifique, plus on a, plus on reçoit. C'est-à-dire que plus on a réussi à être reconnu, on a franchi un cap, là, ça va tomber. Donc, vous commencez à avoir publié un article, on a bien parlé de vous, vous avez les étudiants qui vont venir à vous, qui vont dire « Ah ben moi c'est avec vous que j'aimerais faire ma thèse, parce que c'est quand même avec vous que... » Bon. Puis plus vous avez d'étudiants thésards, eh ben, vous allez pouvoir appuyer vos propres recherches sur les recherches de ces étudiants, etc. Et vous allez en dérouler des nouvelles, etc. Donc il y a ce côté aussi où, dans des laboratoires de recherche, où on va accorder des primes, par exemple, aux personnes qui publient. Si effectivement vous avez un monsieur qui publie beaucoup, ce qui est logique, il va avoir une prime conséquente, ce qui va lui permettre avec cette prime peut-être de faire davantage de voyages, aller dans les colloques, accroître sa notoriété, d'accord ? Donc il y a ce côté un peu cumulatif qui fait que finalement le succès appelle le succès. Bon. Après il y a d'autres effets, alors on parle de l'effet Old Boys Club, qui dit en gros qu'il existe des réseaux dans l'université, il y a un entre-soi, je crois qu'on en a tous fait plus ou moins l'expérience, et une tendance finalement à favoriser l'accès de manière complètement informelle, il est clair, à certains groupes. Alors, ça ne veut pas dire que les femmes sont totalement exclues des réseaux. Vous avez des femmes qui effectivement pénètrent ces réseaux et se font un nom et ont une véritable reconnaissance, etc. Mais parfois, à ce moment-là, on a le syndrome de la reine des abeilles, le fameux Queen Bees. C'est-à-dire, ok, moi j'ai réussi, je m'en suis sortie. D'ailleurs, vous allez m'appeler Madame le Doyen et pas Madame la Doyenne. Je suis dans ce monde très masculin. Non, c'est une blague entre nous, peut-être. C'est du vécu. Je suis dans ce monde très masculin et je vais en adopter tous les codes. Et en particulier, un des codes qui est de ne surtout pas favoriser la gente féminine. Il n'y a aucune sororité. Et il n'y aura aucune aide, voire même le contraire. Bon. C'est humain. C'est humain. Après, il y a un dernier concept qui est assez intéressant, c'est celui qui est que l'université est ou serait une institution gourmande. Et j'aime assez cette image. Donc, c'est une institution dans laquelle, finalement, le chercheur comme la chercheuse doit être totalement investi. On donne tout à l'université. Et à ce moment-là, on peut avoir le sentiment d'être un peu débordé par sa vie professionnelle. Et on ramène du boulot à la maison et on n'arrive plus trop à gérer ce côté vie perso, vie professionnelle. Et on entre dans des situations de conflit avec un conflit entre travail et la famille. Et à un moment, il y a des choix à faire. J'ai la possibilité de publier un article à l'autre bout du monde, c'est un colloque super important, il faut que j'y aille. Mais d'un autre côté, j'ai les deux qui sont malades et la nounou qui vient de me claquer dans les doigts et je peux pas effectivement la remplacer. Mes parents n'habitent pas à côté. Bon, comment je fais ?
je suis coincé. Alors vous pouvez dire, comment tu fais? Tu as peut-être ta moitié, qui est ton conjoint, ta conjointe peut te donner un coup de main, etc. C'est pas aussi simple que ça. Et on voit bien dans la pratique, les statistiques sont là, que quand on regarde sur une année le nombre de déplacements pour des colloques nationales ou internationales réalisés par des femmes ou réalisés par des hommes, il y a beaucoup plus de jours pour les hommes que pour les femmes. Donc ça reflète bien quand même un partage des tâches, et souvent des tâches, on va dire, familiales, domestiques, qui n'est pas tout à fait équitable. Donc très clairement, cette répartition sexuée des tâches professionnelles à l'université montre que quand même les femmes participent moins, se mettent moins en avant, et en termes de notoriété, ça va s'en ressentir. Même chose, la répartition sexuée, on la retrouve sur les fonctions électives. Si vous regardez l'université Lyon 3, de l'origine à maintenant, combien de femmes ont été présidentes de l'université? Sachant qu'on est en sciences humaines et qu'on a 65% de femmes, tout public confondu. Si vous prenez les étudiantes, personnel administratif, personnel enseignant, on est 65% de femmes. Donc vous pourrez penser que la gouvernance va refléter la base, finalement, ou l'ensemble de la communauté. Combien de présidentes? 0. Si vous reprenez maintenant, on a 6 composantes dans cette université. 4 facultés, lettres, langues, droit et philo, d'accord, et 2 instituts. Un institut d'administration des entreprises et un institut universitaire technologique, un IUT. Bon. À la tête de ces 4 facultés et de ces 2 instituts, combien trouve-t-on de femmes? Aujourd'hui, en 2022. Une. Madame Ledoyen à la faculté des lettres. Non mais, voilà, faut être clair. Bon. Et après, on se dit, peut-être contingent, ou on est en 2022, peut-être que ces 3 dernières années, il n'y a pas eu de femmes, donc je reviens à l'origine. Je prends l'IAE de Lyon, je vais dans la salle 2268, et je regarde sur le mur tous les directeurs d'IAE qui se sont succédés depuis, et les présidents du conseil d'administration qui se sont succédés depuis l'origine. Il y a eu 0 femme présidente du conseil d'administration, 0 femme directrice de l'IAE. Donc, c'est clair que, en termes de visibilité et en termes d'envie peut-être aussi, quand on parle de fonctions électives, aussi il faut accepter, je me présente, je ne serai peut-être pas élu, je vais peut-être prendre une claque. Est-ce que ça voudrait dire que les femmes ont un ego incroyable et ont peur de se prendre une claque et c'est pour ça qu'elles n'y vont pas? Parce que ça, parfois, c'est ce qu'on entend. On dit, oui, mais les femmes, elles ont qu'à y aller, c'est ouvert à tout le monde. S'il n'y en a pas, évidemment, c'est qu'elles ne se sont pas présentées. Ou bien, est-ce qu'il y a d'autres choses derrière? Et ces autres choses derrière, est-ce que c'est un manque de confiance? Une chose qui m'a terriblement choquée quand j'ai commencé à me pencher sur les statistiques pour ce plan relatif à l'égalité, c'est de dire, il y a combien de femmes qui demandent finalement de changer de classe? Vous savez, on est maître de conf classe normale, après il y a la hors classe et après il y a la classe exceptionnelle. C'est pas automatique le passage d'une classe à l'autre. Il faut faire un dossier. Sauf que quand vous avez atteint un temps d'années dans la même classe, gravi tous les échelons, ok, vous avez le droit de faire un dossier. Moi, j'ai des collègues, ça fait 12 ans qu'elles auraient la possibilité de demander à changer de classe, elles ne l'ont pas fait. Donc ça fait 12 ans qu'elles stagnent tout en haut de la classe normale et qu'elles n'ont pas demandé à passer à la classe exceptionnelle. Là, on se dit, mais pourquoi? Alors, on discute avec elles, parce qu'au début, on a les stats, et après, moi, je dis, ok, les stats, il faut peut-être des statistiques complémentaires, donc on va faire un peu de qualitatif, on va faire des entretiens, on va discuter avec ces personnes. Disant, mais attends, ça fait 12 ans que tu pourrais faire un dossier, pourquoi tu le fais pas? Tu sais, on m'a dit que mon dossier n'était pas assez bon, que je publie pas assez. Je dis, ça va pas, t'as vu, machin, il est passé, lui, il a changé de classe, tu connaissais publier, machin? Oui, t'en as 3 fois plus. Mais il y a ce côté aussi où j'ai été mal conseillée, on n'est pas allé me chercher, et il n'y a personne qui m'a épaulé. Moi, j'ai vu simplement dans notre structure, moi je suis allé dans un IAE, à l'IAE là, à Lyon 3, dans l'IAE Lyon 3, où, au laboratoire de recherche, vous avez des hommes professeurs qui vont voir un jeune, ou moins jeune d'ailleurs, maître de conf, et qui vont l'encadrer, qui vont faire un peu de coaching, de mentorat. C'est très rare qu'un homme le fasse
par rapport à une maîtresse de conférence, par exemple. Alors ça aussi, en se disant, ben voilà, en termes de, puisqu'il faut faire un plan d'action pour tendre vers l'égalité, on va peut-être mettre en place des systèmes de mentorat, de coaching, en disant, va falloir, et pas forcément s'épauler de femme à femme, mais de dire, ben voilà, un enseignant, professeur d'université doit prendre, je sais pas, 2 femmes sous son aile et les aider à publier davantage, passer à une HDR et éventuellement progresser vers le professorat, etc. Donc il y a des choses qui sont à mettre en place et qui, pour le moment, ne le sont pas. Voilà. Alors qu'on est une organisation collégiale. Et après, pour ne pas être trop longue, il y a aussi quelque chose qui m'a étonnée, c'est quand, vis-à-vis des personnels administratifs, parce que là je parle beaucoup des enseignants, mais chez les personnels administratifs, on a aussi ce genre de déformation, on va dire, structurelle. Bon. Et du coup, je demande aux personnels administratifs en disant, vous avez la possibilité, catégorie C, catégorie B, catégorie A. Donc j'avais quelques stats. En gros, il y a 65% de femmes catégorie C et il y en a simplement 57 qui sont catégorie A. Donc il y a une petite déperdition qui est moins nette que ce qu'on a chez les enseignants, mais il y a une déperdition. Et pareil, en disant, vous avez la possibilité de passer des concours, il y a des femmes qui, entre guillemets, se l'interdisent. Parce que pas le temps de le préparer, parce que pas informées aussi de l'existence du concours, et puis parce que ça s'est jamais fait. Non, regardez à la bibliothèque, alors ça a changé bien évidemment, mais c'est plutôt un directeur. Est-ce que moi j'ai une chance d'être directrice un jour? Je sais pas. Je me l'interdis, j'hésite. Il y a peut-être des candidats externes qui sont mieux que moi. Voilà. Donc il y a beaucoup aussi de barrières que une femme peut se mettre entre guillemets, mais d'un autre côté, il n'y a pas grand-chose qui l'incite à lever ces barrières. Et il y en a une, moi, qui me semble particulièrement importante, c'est cette notion de visibilité. Une femme, souvent, a tendance à se dire, moi, si je suis visible, je vais être attaquée. Évidemment. Plus on monte, plus on a tendance à se dévoiler aussi. Donc, il y a cette dimension-là, et puis il y a des histoires personnelles. Pour avoir fait des entretiens individuels, des histoires personnelles où des gens vous expliquent que, plus jeunes, ils ont vécu des situations et en aucun cas, ils n'ont envie que ces situations recommencent. Donc, vivons heureux, vivons cachés. J'ai pas du tout envie de m'exposer. J'ai pas du tout envie de paraître pour la personne ambitieuse qui a les dents qui rayent le sol, etc., etc. Et du coup, je reste très en deçà. Et bien sûr. Et quand on regarde les formations qui sont proposées, il y a des formations qui vont vous permettre finalement d'être à l'aise dans votre métier. Et puis il y a des formations qui vont vous permettre de changer de métier ou de progresser dans le métier. Et quand on regarde qui suit ces formations, très souvent, vous avez des femmes qui vont suivre toutes les formations sur la maîtrise d'Excel jusqu'au tableau croisé, je ne sais pas quoi. Par contre, la formation, préparation au concours administratif pour changer de grade, là, il n'y a plus grand monde. Ou on ne lui a pas proposé, ou elle n'ose pas y aller, ou elle n'a pas le temps de le faire, etc. Donc là aussi, il y a des mesures assez simples à mettre en place, qui sont de dire, il faut peut-être faire un suivi individuel, tout simplement, avec des entretiens qui ne sont pas les entretiens d'évaluation sanction, tu as bien bossé, va te tirer les oreilles, non, qui sont des entretiens pour envisager des poursuites de carrière. Voilà. Et puis, il y a ce fameux moment qui est la maternité. Une femme qui va avoir 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, qui va prendre ses congés maternité, et puis qui va demander à revenir, mais à mi-temps. Voilà. Et là, effectivement, la reprise par la suite, ça va être compliqué. On peut, bien évidemment, pendant sa vie de femme et sa vie de mère, privilégier effectivement le fait de dire moi je vais rester davantage à la maison et puis quand les enfants seront grands, je vais revenir, etc. Mais c'est vrai que la tâche est 2 fois plus difficile parce qu'il y a peut-être 10-15 ans qui se sont écoulés où pendant 10-15 ans, on était à mi-temps, moins présente, on a saisi moins d'opportunités, on a été moins sollicité et voilà. Et du coup, la progression est beaucoup plus lente. Et puis on revient avec, vulgairement, 15 ans dans la vue quand même. Et on a peut-être des jeunes collègues un peu plus dynamiques, etc., qui, elles, vont progresser plus vite. Parce qu'on est aussi dans des systèmes qui sont hyper compétitifs.
Et on est dans un système où il y a des normes de disponibilité, il y a des normes d'autorité, il y a des normes d'ambition, et qui fait que, voilà, quand on s'est arrêté pendant une quinzaine d'années, c'est pas facile de revenir et de se jeter dans cette concurrence. Et le dernier point sur lequel je voudrais terminer, c'est de dire aussi, pour qu'une femme se sente prête finalement à s'exposer, à progresser, etc., il faut qu'elle soit dans un environnement qui lui soit favorable pour le faire. Et la première chose, l'environnement favorable, il faut que dans tous les cas, à aucun moment, elle ne se sente agressée. On parle d'agressions qui peuvent être forme de harcèlement moral, sexuel. Il y a des propos sexistes, il y a des agressions sexuelles. Donc là aussi, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, c'était le dernier axe, prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, harcèlement moral ou sexuel, ainsi que les agissements sexistes. On va se voiler la face, hein. On est tous, à un moment ou à un autre, moi je vois autour de moi, on a souvent été, qu'on discute avec les copines, confrontés à des situations où on a eu des collègues qui ont été un peu borderline, comme on dit, quand ça n'a pas été franchement passé de l'autre côté. Après, moi je me mets à la place des étudiantes. Il y a un dernier chiffre que je vais vous donner. On a 100 associations étudiantes à Lyon 3. D'accord ? 100 associations étudiantes, on pourrait imaginer qu'il y ait 50 présidentes et 50 présidents d'associations. Eh bien non. Eh bien non, non, non. En fait, on a pas mal de femmes qui sont effectivement donc d'étudiantes dans les bureaux de ces associations étudiantes, mais elles sont trésorières, elles sont vice-présidentes, mais elles ne sont pas présidentes. Voilà. Donc, moi, je regarde aussi du côté de ces jeunes femmes qui vont être amenées par la suite à prendre probablement des responsabilités en entreprise. Elles sont en Master 2, elles sont dédiées à avoir peut-être des boulots d'encadrement, etc. Voilà. Comment déjà, alors qu'elles sont à l'université, où c'est censé être un endroit plutôt cool, plutôt bienveillant, etc., pourquoi déjà là, elles ne prennent pas position ? Est-ce que ça veut dire que par la suite, elles n'en prendront pas ? Est-ce que ça veut dire par la suite, elles le feront pas ? Bon. Donc moi, j'ai discuté quand même avec pas mal d'étudiantes. On a fait aussi là aussi des entretiens, etc. Et on a identifié finalement quatre moments dans la vie d'une étudiante qui sont des moments à risque. Donc il y a un premier moment, on sort de l'université, on va dire que la faute est à l'extérieur, c'est au moment du stage en entreprise. Vous avez beaucoup de diplômes en alternance, vous avez beaucoup de diplômes, les licences professionnelles où on doit effectivement partir en stage. Donc il y a des relations, on va dire, plus ou moins de domination, pour ne pas dire de subordination, entre maître de stage en entreprise et l'étudiante. Alors ça ne veut pas dire que les garçons ne sont pas harcelés non plus, hein. On a des cas aussi où c'est des garçons qui se font agresser éventuellement par d'autres garçons, voire par des femmes aussi, hein. Mais majoritairement parlant, c'est le quiz de Pascal, il y a quand même majoritairement, c'est des jeunes femmes qui ont, comme elle dit, j'ai un problème avec mon maître de stage. Et moi, le dernier problème qu'on a à traiter à la CADH, c'est une jeune femme qui s'est retrouvée coincée contre un mur avec un monsieur qui lui a mis la main entre les cuisses. J'ai un problème avec mon maître de stage. Ben oui, vous avez effectivement un problème, c'est pas une agression, hein. Voilà. Donc ça, c'est déjà une situation de risque. Après, il y a les relations entre le directeur de recherche et la doctorante. Avec des gens qui peuvent être vulnérables. On a un certain nombre de doctorantes étrangères. Bon, ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas aux Françaises, hein. Mais on a des doctorantes étrangères qui ont une maîtrise de la langue moyenne, qui n'ont pas le réseau familial autour, etc. et qui sont plus vulnérables que d'autres. Et comme par hasard, ça va tomber sur ces personnes-là, où effectivement, on a eu, il y a très longtemps, j'ai eu un cas à traiter, moi, un directeur de recherche qui écrivait sur sa boîte mail perso, quand je le dis, ça fait grimper, mademoiselle, la prochaine fois que vous venez me voir, c'est blouse légère et talons hauts. Le gars qui écrit ça sur son mail professionnel. Non mais bon, voilà. Donc c'est pas dans les livres, hein, c'est pas du fantasme, hein, c'est une réalité. Bon. Après, il y a une troisième situation entre personnel administratif où ces relations de subordination, c'est ce qu'on a aussi en entreprise. Dans un même service, c'est le chef de service avec le subordonné, où il peut y avoir effectivement des choses qui ne sont pas tout à fait éthiques, on va dire. Et puis, la dernière situation, alors là, qui est aussi extra-universitaire, mais moi qui me préoccupe beaucoup, 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 ce sont les fêtes, les séminaires d'intégration, mais simplement même les fiestas et des fêtes qui sont trop alcoolisées
Alors, souvent, c'est l'alcool, ça peut être d'autres substances interdites, ou ça dégénère. Alors, ça dégénère, c'est pas forcément une agression avec, comme on dit, le bon viol, hein, avec le couteau sous la gorge dans l'obscurité. Non, c'est une jeune fille qui boit trop, qui est un peu malade. Sa copine va la coucher, et puis une demi-heure après, elle va voir si elle va mieux. Et puis non, elle n'a pas l'air d'aller tellement mieux, elle vient de vomir partout. Ah, puis alors, sa copine, ça la dégoûte, ça, le vomi. Donc elle appelle un copain. Le copain, lui, c'est pas qu'il aime bien ça, mais il a un peu bu aussi. Puis pour dépanner, parce qu'il est gentil garçon, il va nettoyer. Puis il va lui demander si ça va mieux. Elle lui dit qu'elle a froid, commence à lui mettre une couverture, commence à lui faire un câlin, 2 câlins, 3 câlins. Il est alcoolisé, elle aussi. Hein. Et puis à l'arrivée, 2 heures après, la fille, elle redescend en larmes, en hurlant, il m'a violée, il m'a violée. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Alors, il y a les autres aussi. Parce qu'évidemment, on pense toujours à la victime et à l'agresseur, mais il y a aussi tous les autres qui ont été témoins, alors on ne peut même pas dire complices, mais indirectement témoins. Et donc, tous ces gens-là, c'est des gens qui ont 24-25 ans, qui vont vivre la pire soirée de leur existence, probablement, et qui va avoir des séquelles sur le long terme. Voilà. Compliqué. Donc là aussi, on est dans une université, c'est des choses qui se produisent, on le sait, dans les écoles, dans les universités, c'est des lieux à risque. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On ne va pas interdire les soirées. De toute façon, il y aura des soirées privées, etc. Mais là, moi, je crois beaucoup, dans ce plan-là, c'est à de la prévention et à de la formation. Quitte à passer pour, excusez-moi, l'emmerdeuse de service. Hein. Alors, non, l'alcool, il ne faut pas boire, et il y a des âges... Première année, 19 ans, moi je bois pas d'eau, l'eau ça fait rouiller, moi je bois de l'alcool, oui. Attends, je vais te raconter ce qui se passe quand tu bois de l'alcool. Et à ma grande surprise, parce que le cas que je vous décris est un cas vécu et pas longtemps, quand on a discuté avec les autres étudiants, il y en a beaucoup qui nous ont dit, non mais, ils étaient ivres tous les deux, alors pas complètement bourrés, hein, mais ils étaient ivres, donc l'alcool, circonstance atténuante. Ah non, circonstance aggravante. Ça veut dire consentement altéré, ton histoire. Et qui dit consentement altéré, sous l'effet de l'alcool, voilà. Donc c'est pas atténuant, c'est aggravant. Hein, donc un viol avec alcool, etc. Bon. Et ça, c'est une grande surprise pour certains. En se disant, moi je croyais que l'alcool, finalement, ça allait me dédouaner, quoi. Vous savez bien, madame, que je suis pas un violeur. Oui, on sait bien que tu n'es pas un violeur potentiel, mais enfin... Voilà ce qui s'est passé, et puis après, maintenant, il y a des lois, et on va appliquer, et voilà ce qu'il en est, etc. Donc ça, dans ce plan relatif à l'égalité, on avait mis en place des actions de formation. Hein, déjà, formation sur l'égalité, la lutte contre les violences sexistes, sexuelles, etc. Puis des formations qui sont un petit peu à côté, qui sont justement sur, on commence par les addictions, et puis sur les risques. Alors, c'est vrai que les étudiants, ils nous voient arriver avec nos gros sabots, et ça les fait ricaner. Jusqu'à un moment où on entre un peu dans le vif du sujet et où on leur dit attends, ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Et puis voilà ce qu'il en est. Alors après, moi, je me pose une question, parce qu'avec Pascal, on se pose beaucoup de questions. C'est jusqu'où on peut aller dans la prévention. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un moment, quand il y a des sanctions qui sont prises, est-ce qu'il faut le faire savoir? Est-ce qu'il faut communiquer sur la sanction? Voilà. Est-ce que c'est le système anglo-saxon? Hein, vous savez, voilà, est-ce que je nomme et honte à toi, etc. Est-ce que c'est simplement le fait de prévenir que ces situations existent, qu'il y a eu des sanctions? Alors, c'est même pas la sanction pour brandir le bâton, mais c'est simplement pour informer de la situation. Voilà. Et est-ce que, si je reprends l'exemple classique du directeur de thèse et de sa doctorante, est-ce qu'il ne faut pas justement finalement faire des tonnes? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même parfois une certaine forme d'omerta. Hein, et est-ce qu'il ne faut pas au contraire en faire des tonnes pour prévenir? Parce que c'est ça de la prévention. Maintenant, ce qui était, non pas toléré, je ne veux pas dire que ça a été toléré avant, mais ce qui n'était pas finalement dénoncé, sanctionné, c'est fini. C'est fini. Alors il y a un mot que j'aime pas, c'est la libération de la parole, mais c'est vrai que l'affaire DSK, MeToo, l'affaire du Hamel, les articles de l'Annick Bédou sur les écoles, sur l'université, on en parle. Allez, je pense que c'est plutôt bien au regard de ce qui se fait. Après, jusqu'où on peut aller? Est-ce qu'on peut afficher une sanction? Alors, en enlevant le nom, mais après, on est dans des milieux qui sont quand même relativement petits. Même si on dit 29 000 étudiants, je ne vais pas dire que tout se sait, mais pas loin. Mais, donc, je me mets effectivement à la place aussi de
de l'agresseur qui aura été condamné, il y a un droit à l'oubli ensuite, etc. Mais jusqu'où on peut aller dans la sensibilisation? Je crois beaucoup aux vidéos, je crois beaucoup aux films, je crois beaucoup à des explications par homothétie, enfin, par similitude. Donc, voilà, dans une université, voilà ce qui s'est passé. On n'est pas meilleur ni pire. Hein. Donc voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres. Mais c'est pour ça que je pense que c'est important de communiquer. Et quand Pascal s'interroge en disant, moi, l'égalité professionnelle, est-ce qu'on peut l'enseigner? Je pense qu'il y a un moment où tant que tu n'as pas vécu la situation, c'est compliqué. Quand tu as 25 ans, tu leur parles d'inégalité professionnelle, ils ont du mal à se projeter. Par contre, ils arrivent à se projeter très vite sur des situations qui sont liées à l'université, parce qu'ils sont dedans. Donc, dans quelle mesure on ne peut pas faire des espèces d'extensions de situations à l'université? Donc, vous savez, ce que vous avez vécu dans votre stage, je ne veux pas vous décourager, mais c'est peut-être ce que vous allez vivre aussi dans la vie professionnelle. Vous étiez stagiaire, donc encore plus peut-être vulnérable que lorsque vous arriverez, jeune cadre, dynamique, etc. Mais ça risque de se produire aussi. Donc je crois beaucoup à cette période à l'université qui serait presque un peu une période d'initiation. Et c'est vrai que c'est là où on va avoir des jeunes femmes entre 20 et, mettons, 30 ans, 20, 25 ans, 20, 30 ans, et qui sont, entre guillemets, des cibles, pour ne pas dire des proies, faciles. Plus de chances d'avoir une jeune femme de 20-25 ans de se faire agresser sexuellement qu'une femme de 75 ans. Alors après, il y a des vicieux partout, on est bien d'accord, mais voilà, statistiquement parlant. Bon. Et je pense que la période à l'université, c'est quand même une période sur laquelle il faut faire de la prévention. Voilà. Mais parfois, on est un peu seul. Voilà aussi. Parce que c'est des sujets où on est tous très mal à l'aise, de toute façon. Et c'est des sujets qui sont terriblement douloureux. Et des gens qui ont été victimes de situations délicates n'ont pas forcément envie d'en reparler. Donc c'est compliqué. Alors pour terminer, donc, et je ne sais pas quelle heure il est, on déborde, non? Moins le quart? Ouf, alors j'ai vraiment débordé. Je vais juste vous montrer donc la dernière innovation. Si tu peux passer la deuxième. Clique là-dessus. Ah. Savez-vous ce qu'est une Voilà, CADH? donc on a monté ça. C'est la cellule d'action contre les discriminations, le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles. Discrimination? Oui, liée à l'état de santé ou à un handicap, au genre ou à l'orientation sexuelle, à l'origine ethnique, à la religion, à l'activité syndicale ou aux opinions politiques. Harcèlement? Du harcèlement moral, des menaces, des injures ou des propos obscènes, des photos à caractère pornographique, du cyberharcèlement. Les violences sexistes et sexuelles? Des injures sexistes ou sexuelles, des propos à caractère sexuel qui vous perturbent, une agression sexuelle, un viol. Comment saisir la CADH? Si vous êtes victime ou témoin de discrimination, de harcèlement ou de violences sexistes et sexuelles, ne restez pas seul et venez en parler. La CADH est là pour vous écouter, vous conseiller et vous accompagner dans vos démarches. La saisine est confidentielle. Tous les membres de la cellule s'engagent à respecter la charte déontologique. Pour prendre contact, vous pouvez nous écrire sur la boîte mail discrimination@univ-lyon3.fr ou parler à un ou une correspondante aux égalités qui se trouve dans votre fac ou au sein de votre service. La liste des correspondants est disponible sur l'intranet. Et après, une fois votre mail envoyé à la cellule, un rendez-vous vous est proposé pour discuter des actions les mieux adaptées à votre situation. Parmi les différentes actions, la CADH peut vous proposer un accompagnement médical, social, juridique selon le cas, des mesures de protection selon la gravité des faits, comme une mesure d'éloignement pour l'agresseur par exemple, le déclenchement d'une procédure disciplinaire et ou judiciaire. La cellule n'est pas une instance juridique, elle analyse la situation dans un objectif d'écoute et d'accompagnement de la victime. Au début, vous pourrez conserver l'anonymat, mais plus tard, la CADH aura besoin de le lever pour poursuivre son action à vos côtés. Membres de l'Université Jean Moulin, étudiantes, étudiants, personnel administratif ou personnel enseignant, victimes ou témoins de discrimination, de harcèlement ou de violences sexistes et sexuelles, contactez la CADH. Nous sommes là pour vous écouter, conseiller et accompagner. Voilà. Alors maintenant, toutes les universités sont tenues d'avoir une cellule
Donc nous, c'est la cellule d'action contre les discriminations et le harcèlement, on appelait ce truc-là CADH, qui existait d'ailleurs avant que j'arrive, qu'on a un peu redynamisé aussi, et parce que ça correspond aussi au fait que les gens ont tendance à davantage parler. Et puis surtout, on a fait de la pub. C'est affreux de dire ça, mais on a fait connaître cette CADH. On a des flyers, on a fait une petite vidéo, on a fait un peu ce qu'il fallait pour essayer d'informer le maximum de personnes et de dire à la fois aux victimes ou aux témoins, il y a un endroit où vous pouvez effectivement venir témoigner, raconter, etc. On vous aidera. Et puis, à la fois, un peu comme au sens de la théorie des jeux, c'est un signal. C'est-à-dire à des gens qui ne seront jamais victimes ou jamais témoins, et de dire, attendez, il y a ce truc-là qui existe aussi. Donc, je caricature à l'extrême, mais en gros, voilà, c'est quand même un signal. On va voir. Ce qui m'étonne et m'inquiète un peu, c'est que les saisines sont de plus en plus nombreuses. Voilà. Elles ne sont pas toutes tragiques, on est bien d'accord. C'est-à-dire après, il y a une espèce de confusion où parfois, quand les gens ont un différend avec un collègue, avec un étudiant, je vais saisir la SADH parce que je suis harcelé. Non, tu n'es pas harcelé, tu as un problème, il y a un dysfonctionnement, soit dans le service, ou problème avec ton collègue, etc., ou ton copain. Mais c'est pas vraiment du harcèlement. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de saisines, c'est-à-dire toutes ne sont pas traitées du ressort de la CADH. En revanche, je pense que quand même ça a un effet peut-être, j'espère, un peu aussi rassurant, en se disant voilà quoi, on n'est pas seul, on a ce truc-là qui existe, et puis on en parle. Des sujets qui pendant des années ont été mis sous le boisseau, voilà, maintenant il faut en parler quoi. C'est un sujet malgré tout d'actualité. Voilà ce que je voulais vous dire sur la partie très opérationnelle de l'égalité à l'université. Maintenant, si le contenu du plan relatif à l'égalité vous intéresse, il est disponible sur le site intranet de l'université. On peut le télécharger. Le ministère a recensé tous les plans de toutes les facs. Je crois qu'il y a quelque chose comme une centaine de plans maintenant qui sont aussi disponibles. On a tous un peu les mêmes mesures, les mêmes types d'actions, et ça veut dire aussi qu'on est tous confrontés un peu au même type de problème. Maintenant, merci pour votre attention, et si vous avez des questions, n'hésitez pas.